Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat, une semaine après les assises du cinéma organisées par le CNC pour évoquer la question du financement du film français. C'est au tour de la Commission de la Culture du Sénat de s'emparer de ce sujet avec une table ronde sur l'économie du film français. Table ronde qui intervient en pleine polémique sur le montant des cachets des artistes français, jugés parfois trop élevés, même quand les films se soldent par des échecs. Alors sans plus tarder cette table ronde, bonne fin de journée à tous. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, avant de procéder à cette audition qui, je m'en réjouis, a réuni tous les groupes politiques, je vous rappelle un point de l'ordre du jour qui est une approbation de la candidature de Madame Françoise Cartron pour rapporter sur orientation et programmation pour la refondation de l'école de la République. Y a-t-il d'autres candidatures? Y a-t-il des contestations à cette proposition? Je peux la considérer comme acceptée par notre commission. Je vous en remercie. Je souhaite la bienvenue à nos différents intervenants. Je les remercie de leur présence au Sénat. Il y a maintenant un mois, la tribune dans Le Monde du producteur Vincent Maraval a provoqué une tempête de réactions et beaucoup de conversations au Café du Commerce. Il faisait le constat que le film français est condamné à ne pas être rentable. Ma première pensée a été de me dire que c'était la raison même de son mode de financement, en partie issu de la fiscalité culturelle. Mais il appuie son analyse sur un autre argument. Selon lui, c'est le salaire des acteurs et réalisateurs que l'on finance et non pas la diversité de la création, qui est pourtant notre véritable objectif. Autrement dit, et même si Maraval ne le dit pas avec ces mots-là, les films à gros budget ne financeraient pas les films plus originaux ou plus ambitieux. Au contraire, ils seraient même finalement financés par des films à petit budget qui rencontrent du succès. Sans parler du fond, cette tribune a eu au moins un mérite, celui d'ouvrir le débat très intéressant sur l'économie du cinéma français, auquel l'ensemble de la profession a participé, notamment par voie de presse. En organisant aujourd'hui cette table ronde, notre objectif n'est pas d'évoquer le montant ni le mode de financement global du cinéma français que la Commission de la Culture soutient pleinement. Nous abordons un sujet plus précis, celui du financement de chaque film. Et dans ce sujet, nous nous pencherons de manière encore plus précise sur les postes de dépenses, les salaires des acteurs, les marges des producteurs, le budget marketing. Quelques interrogations pourraient constituer la trame de notre réflexion. Le coût des films français est-il trop élevé par rapport à notre capacité de financement? Pourquoi les acteurs français sont payés davantage dans les films français que dans les films américains? Les chaînes de télévision sont-elles responsables de l'envolée des cachets du Star System? L'indexation de ces salaires sur la réussite des films est-elle une solution? Quel est le rôle des agents artistiques? Et attendez-vous une action des pouvoirs publics, peut-être en imposant plus de transparence aux contrats qui lient les intervenants? Alors nous avons la chance d'avoir à nos côtés Michel Hazanavicius, réalisateur, président de la Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs, l'ARP, Monsieur Thomas Langman, producteur, et Monsieur Vincent Pérez ne vous a pas abandonné, il arrive, il est dans son taxi, acteur. Madame Elisabeth Tanner, présidente du syndicat des agents artistiques et littéraires, et Monsieur Franck Weber, directeur des acquisitions du cinéma français du groupe Canal+. Donc nous avons essayé de vous présenter tous les maillons de cette chaîne de la confection d'un film. Ils vont vous donner leur expertise d'usage, leurs commentaires un peu par rapport à la tribune Maraval, par rapport aux questions qui peuvent sortir de cette tribune. Donc merci de nous éclairer et je donne en premier la parole à Michel Hazanavicius. Bonjour.
Donc là, vous avez posé quelques questions en vrac. Je ne connais pas exactement la nature de ce que vous attendez de nos et de mon intervention. Donc ni combien de temps vous attendez à ce que je parle. Allez, chacun 5 à 10 minutes pour nous ouvrir le paysage. Après, ils vont avoir plein de questions. Alors. Non, mais, oui, effectivement, je pense que ce sera sans doute plus productif avec des questions précises. Voilà. Plusieurs choses. Bon, enfin, vous êtes la commission culturelle, donc je ne pense pas avoir à vous convaincre de l'importance de la culture et de l'importance des films, notamment dans une société comme la nôtre et dans une démocratie en général. Donc ça, c'est déjà, on va gagner 1 heure, je pense. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, pardon ? Et il me reste 2, tout va bien. Ensuite, la tribune de Maraval à laquelle vous faisiez allusion. Effectivement, est-ce que vous en avez tiré? C'était des questions qui concernaient la rentabilité des films et l'inflation du coût des films. Je tiens à préciser que c'est une manière de voir les films, mais que quand on les fait, c'est pas ce qui nous meut principalement. Je parle dans mon cas, je pense que je suis pas seul. Voilà. La rentabilité des films, et d'une manière générale, d'ailleurs, en vous écoutant, quand vous parlez du coût des films, de la rentabilité des films, etc., c'est très compliqué de mettre les films tous dans le même, mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a vraiment pratiquement autant d'économies qu'il y a de films. Chaque film, c'est un peu comment dire, un cliché de le dire, mais chaque film est un prototype. C'est-à-dire que si on savait ce qu'il allait rapporter et si on connaissait ses capacités auprès du public, vous pensez bien qu'il n'y aurait pas de problème de rentabilité, ni de problème d'inflation des films, puisqu'on saurait les évaluer dans un marché comme celui des yaourts ou celui des produits manufacturés. Ce n'est pas du tout le cas, c'est ce qui fait un peu toute la difficulté du film. Il me semble que c'est intéressant d'essayer de réfléchir à la désinflation des films, et effectivement, pour une des raisons que vous avez citées, c'est que l'inflation des films, a priori, engendre une espèce de concentration des budgets sur un nombre assez limité de films, sur lequel on essaye de fonctionner sur des présumées recettes. Et je crois que même ces films-là ont besoin de films plus petits, faits dans des économies plus modestes, avec peut-être un peu moins de contraintes de rentabilité, ce qui veut pas dire qu'il y ait des certitudes sur cette rentabilité, mais pour dire que l'économie riche des films a besoin de l'économie prolétaire des films. Les gros films ont besoin de talents qui émergent dans des films plus petits, que ce soit qu'on parle d'acteurs, qu'on parle de réalisateurs, qu'on parle de producteurs ou qu'on parle de scénaristes. Donc l'inflation des films a un peu tendance sans doute à tuer la classe moyenne des films. Donc voilà, donc je crois que c'est intéressant de réfléchir à la désinflation des films. Pour continuer cette discussion-là sur les acteurs et la tribune de Maraval, je pense qu'il faut pas, je crois, désolidariser les acteurs des autres ayants droit des films. Et quand je parle d'ayants droit, je parle aussi bien des producteurs qui sont intéressés réellement aux recettes des films que des talents, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient réalisateurs, scénaristes ou acteurs. Et même dans certains cas, des équipes techniques et des industries techniques qui, elles aussi, peuvent être intéressées. S'il y avait un intéressement, qui fonctionne, qui marche, efficace, aux intérêts du film, je pense que beaucoup d'entre nous joueraient la carte des participations comme elle est proposée à la fin de la tribune de Maraval. Le problème étant, et ce n'est pas du tout un problème nouveau, ça date de au moins 40 ans, parce que je vous invite à regarder une interview d'Yves Montand que vous trouverez sur le site de l'INA où il explique exactement la même problématique, à peu près dans les mêmes termes. Quand les recettes ne remontent pas, ceux qui peuvent se font payer en amont et refusent de se faire payer en aval. Donc il y aurait sans doute plus de transparence, et ça passe pas nécessairement par les pouvoirs publics, c'est aussi des usages, mais la transparence sur les remontées de recettes, on peut en revenir plus précisément dessus si vous voulez après, mais cette transparence-là, je pense, pourrait influer sur la désinflation des films. Je rebondis un peu au hasard sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé pourquoi les acteurs français se feraient plus payer
en France qu'aux États-Unis. Bon, moi personnellement, ça me semble évident que c'est deux marchés qui sont très très différents, que quelqu'un qui est, pardon du mot, mais leader dans son marché et ne l'est pas nécessairement dans un marché qui est plus gros et qu'il a de toute façon tout intérêt à faire un pari sur le marché américain, qui de toute façon va le renforcer sur le marché français. Donc bon, c'est un investissement qu'ils font. Il est, à mon avis, plein de bon sens. Enfin, je vois pas bien. J'ai du mal à mettre de la morale ou de la vertu là-dedans. D'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que le procès qui était fait avait ceci d'un peu pervers, c'était que je crois que d'une manière générale, on ne peut pas demander à des individus d'avoir plus de vertu que ce que le système permet en fait. Donc tout ça semble assez normal. Et vous avez terminé en demandant ce qu'on attendait des pouvoirs publics. Sur les problèmes qui ont été posés par Vincent Maraval, moi, personnellement, je vois pas vraiment ce que les pouvoirs publics peuvent faire. Par contre, il me semble que sur l'économie du cinéma, les enjeux à venir sont pas vraiment là. Les enjeux à venir, je pense que vous en avez tous conscience, c'est quand même l'arrivée du numérique et comment le numérique change, bouleverse, révolutionne notamment la diffusion des films. C'est surtout là où, parce que sur la fabrication des films, ça fait bien longtemps que tout le monde a accepté, adopté, que ce soit de l'écriture au filmage, aux effets spéciaux, etc. On travaille tous en numérique, il n'y a pas de problème. La diffusion pose beaucoup de problèmes parce qu'elle bouleverse les équilibres et les forces des diffuseurs qui, dans le système que vous connaissez, sont justement les financiers du cinéma. Donc c'est intéressant d'obliger les diffuseurs à financer le cinéma, si tant est qu'ils sont aussi protégés. Et aujourd'hui, avec notamment Internet, il y a quand même une fragilisation de ces diffuseurs traditionnels. Donc là, je crois qu'il y a une responsabilité politique pour faire, intégrer harmonieusement ces nouveaux acteurs du numérique et d'Internet à notre système qui est français, mais qui aurait tout à gagner à être exporté, si vous voulez mon avis. Et voilà, je crois que les pouvoirs publics peuvent peser non seulement en termes franco-français, mais surtout en travaillant à Bruxelles. Aussi parce qu'en face, ces géants du net qui s'appellent Amazon, Apple, Google, etc., c'est des entreprises, alors là c'est de l'argent privé pur et dur, et c'est des entreprises pratiquement aussi puissantes que des États, il faut quand même le savoir, et le problème de la fiscalisation évidemment se pose, mais qui pour le coup ont des puissances de lobbying auxquelles à côté nous on est vraiment des fœtus quoi. Enfin on n'est pas du tout dans la même catégorie. Donc en France, on a quand même un pouvoir politique qui fonctionne. Et là, je crois nous avons besoin de vous. Voilà. Merci, rassurez-vous, c'est vous qui êtes invité, c'est pas Google et Amazon, Non, bien que les sollicitations sont très fortes, on les jette par la porte, ils cherchent à rentrer par la fenêtre, mais rassurez-vous, c'est vous que nous souhaitons écouter. Merci. Monsieur Thomas Langmann est vice-président de l'Union des producteurs français. Je lui donne volontiers la parole de suite. Ouais. Donc, bonjour, merci de nous recevoir. Je suis assez d'accord avec quasiment tout ce qu'a dit Michel. Pour compléter un petit peu ses propos, moi je pense que je reprends aussi les propos de la présidente, le Maraval Gate tel qu'on l'a appelé, enfin les propos de Vincent Maraval, pour moi me semble assez conjoncturel en ce qui le concerne, c'est un ami, hein, on a travaillé avec lui et je l'aime beaucoup, donc je parle de ses propos et pas de lui. C'est sûr que c'est une société indépendante, donc qui a traversé une période difficile avec un film important, ce qui certainement lui a fait qu'il se pose des questions. Parmi ces questions, les questions sont certainement bonnes, les réponses, je suis pas vraiment d'accord en ce qui me concerne. Je pense que, d'une part, par rapport aux comparaisons
qu'il a faites sur les salaires d'acteurs américains et d'acteurs français, c'est très difficile de comparer. Les acteurs américains prennent, pour ce qui est des stars, puisque c'était les stars qui étaient visées, prennent sur des films des salaires qui peuvent, en un film, leur permettre de vivre quasiment toute une vie. Donc ensuite, de faire des films plus indépendants, plus auteurs, et ils ont bien compris depuis longtemps que des carrières comme celle de Johnny Depp ou plein d'autres, ils alternent des films grand public et des films auteurs, et que souvent les films d'auteur leur permettent d'avoir une image qui leur permettent d'avoir des prix, et souvent d'ailleurs de plaire à des publics européens et non américains. Donc ensuite c'est très facile de comparer avec un film où Johnny Depp a touché 200 000 $ en oubliant celui à côté où il en a pris 60. Donc ça, ces comparaisons me semblent pas bonnes. Ensuite, l'inflation du coût des acteurs, elle est réelle. Maintenant, les causes de cette inflation, pour moi, elles viennent d'une chose, c'est que le cinéma est victime d'une chose en France, c'est de son succès, puisque le système que vous avez mis en place, enfin que les institutions ont su mettre en place, d'obligations, de toutes les dispositions, la création du CNC, font que notre cinéma est un cinéma unique et extrêmement énergique et vivant, et qu'il a d'ailleurs toute une grâce à ces obligations notamment, et aux vocations différentes des chaînes, je pense à la vocation par exemple de France Télévisions qui est évidemment différente de celle des chaînes privées. À l'intérieur même du CNC, il y a différents types de systèmes et d'aides qui privilégient des cinémas différents, et que cette variété de cinéma est une des spécificités qui est enviée dans le monde entier, en tout cas par les créateurs de films. Et que donc elle est bonne. Elle a parfois des excès, des travers. J'ai moi-même souligné, ça avait été un petit peu sorti de son contexte ou surexposé quand je mettais en cause l'avance sur recette, tout simplement parce que c'est vrai qu'elle a été créée et elle doit le rester. Et je précise que c'est une infime part du budget du CNC, puisque je pense qu'elle concerne 20 à 30 millions d'euros sur un budget qui est de plus de 700 millions. Et qu'évidemment, à l'époque, elle a été faite pour privilégier un cinéma d'auteur ou un cinéma plus difficile à faire, et donc elle doit, à mes yeux, garder cette vocation. Je mettais juste en avant que parfois, il fallait que les créateurs qui déposent des projets puissent venir les défendre, parce que quand nous avons fait The Artist, ou Police, ou La guerre est déclarée, ou j'en oublie, mais cette année-là, ou Intouchable, aucun de ces films n'a bénéficié de l'avance sur recette. Donc, c'est qu'il y a une erreur, mais qui me semblait conjoncturelle. Et d'ailleurs, Éric Garando a, suite aux propos, réuni une commission qui a pris des réformes concernant l'avance sur recette, et donc de ce point de vue-là, de mon côté, je n'ai plus rien à dire. En tout cas, pour revenir sur le salaire des acteurs ou des metteurs en scène, le problème qui est l'écho qu'a donné, évidemment, parce que pour la presse, vous le savez bien, c'est un petit peu du pain béni que de mettre en avant des figures connues telles que les stars qu'on a en France, qu'on n'a pas besoin de nommer, qui celles qui étaient nommées dans toutes les histoires des propos liés à Maraval. Et donc il y a toutes sortes d'amalgames qui ont été issus de ça. Je pense que la vraie raison qui donne lieu à cette inflation, c'est qu'effectivement, c'est pour ça que je disais qu'on est victime de notre succès, il y a encore 15 à 20 ans, il y avait grosso modo quelques groupes qui sont d'ailleurs toujours là, et Dieu merci, des groupes français comme Gaumont, comme Pathé, donc Jérôme Seydoux et Nicolas Seydoux, qui sont des gens qui font du cinéma avec passion et qui n'oublient pas que c'est quand même une économie à part, puisque le cinéma coûte cher, donc il faut évidemment le faire avec passion, mais ne pas oublier que ça
une rentabilité est nécessaire, voire vitale. Et il y avait 4-5 producteurs, disons indépendants, capables d'aller se concurrencer sur les films qui sont, disons, sur le papier, des films qui peuvent intéresser les chaînes privées et les distributeurs qui, depuis, se sont aussi multipliés. Aujourd'hui, vous avez, en plus de ces acteurs-là et des majeures américaines, une vingtaine de producteurs indépendants, dans lesquels je m'inclus, qui sont capables de faire des offres à ces talents-là. On sait bien que les stars, comme dans le sport ou dans d'autres domaines, sont assez indispensables. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment, dans tous les cinémas du monde entier, il y a ce phénomène de starification. Et donc évidemment que pour monter des budgets importants, il y a 10, 15 acteurs, je mélange hommes et femmes, qui permettent de monter des films avec plus de facilité. Et donc, comme nous avons un grand nombre de films, entre producteurs et les agents, je laisserai Elisabeth Tanner s'exprimer évidemment, mais on se tire la bourre. Donc, franchement, ça veut dire que entre producteurs, il y a forcément une inflation parce qu'on se bat pour avoir ces talents-là. Je pense que la vraie raison de l'inflation est de la multiplication donc des acteurs capables de faire des offres. Et ceci dit, cette multiplication-là a aussi des bons côtés puisqu'elle fait qu'il y a plus de films et que donc il y a plus de tournages, que donc on fait travailler plus de techniciens et que le système a les désavantages de ces avantages. Le dernier point, c'était... Qu'est-ce que vous attendez? Ah, oui. Effectivement, ce que je trouve dommage avec... j'espère que vous aurez la sagesse, effectivement, comme dit Michel, il y a des enjeux plus importants à mes yeux et des vrais chantiers, et qu'il ne faudrait pas que la presse, qui a tendance à évidemment beaucoup utiliser... et parfois, et d'ailleurs il y a eu énormément d'inexactitudes et de salaires qui ont été écrits et qui sont très loin de la réalité. J'en prends deux qui me concernent. On a dit que Vincent Cassel, et je mets un bémol, c'est bien sûr des sommes très importantes, mais on a dit que Vincent Cassel avait touché 2 millions d'euros pour faire les 2 films sur Jacques Messrine que j'ai produits. Il n'en a touché qu'un, et il a travaillé 8 mois, donc c'est une somme énorme, mais en tout cas, c'est pas 2, c'est 1. Michel Hazanavicius et Jean Dujardin, j'ai lu que Jean Dujardin avait touché 2 millions d'euros pour faire 10 artistes, il en a touché 200 000. Donc ensuite, il avait un intéressement qui l'amènera peut-être dans 15 ans à cette somme-là, mais en tout cas pour le moment, très très loin de ça. Et je voudrais vous rappeler l'économie qui a été celle de 10 artistes. C'est une économie qui, en dehors de ce qu'on pourrait parler d'argent public, alors il y a France Télévisions, qui est le seul qui pourrait être apparenté à de l'argent public. Je dis apparenté parce que, d'abord, le film a été extrêmement rentable pour eux. Ils ont récupéré tout l'investissement et au-delà de ce qu'ils avaient investi. Et ils ont évidemment la diffusion du film. Donc l'investissement de France 3 était d'1 million d'euros et ils ont récupéré au-delà. Tout le reste du financement de ce film est de l'investissement privé, en grande partie Canal+, Warner France, Studio 37, alors qu'on pourrait... Studio 37, c'est encore un cas à part. Mais, et La Petite Reine, et Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo et Jean Dujardin ont divisé leur salaire de manière très importante pour permettre au film d'exister. Le système du crédit d'impôt, qui est un système... et d'ailleurs, je me permets de féliciter les amendements qui sont en train d'être mis en œuvre pour aider le cinéma français et étranger à tourner dans de meilleures conditions en France et à surtout s'équiper de systèmes dont les autres pays se sont équipés. Nous n'avons pas bénéficié de ce crédit d'impôt, donc nous n'avons pas eu ni de région ni de crédit d'impôt puisque le sujet nécessitait de tourner aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour cette raison, je pense, qu'on a réussi à avoir cet Oscar et qu'on a respecté le fait que l'histoire qu'avait écrit Michel
se devait, puisqu'elle se passait aux États-Unis, d'être tournée dans les vrais studios, etc. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'amalgames, et comme le disait Michel, les films sont des prototypes, ils sont extrêmement différents. Et je veux juste ajouter une dernière chose. Est-ce que les films importants ou de gros budget aident les plus petits? Bien sûr que oui. Moi, je n'aurais jamais pu faire d'artiste ou coproduire Indigène ou même Mesrine si je ne faisais pas Astérix ou Le Boulet. Je prendrai en exemple Claude Berry, mon père, qui produisait des films de Patrick Chéreau, de La Reine Margot. Il le faisait aussi parce qu'il faisait les films des Inconnus, parce qu'il faisait Gazon Maudit. Donc il y a cette variété-là de cinéma. Les producteurs ont besoin de films qui sont rentables pour pouvoir se permettre d'aider des films plus difficiles. Voilà, donc je pense avoir répondu un petit peu. Merci beaucoup. Bien entendu, notre objet n'est pas de légiférer sur l'économie interne des montages de films, rassurez-vous tout de suite, tout comme je veux vous rassurer sur l'intérêt partagé de tous les groupes politiques de cette commission afin que nous puissions trouver des outils sur Google, Amazon, etc. Un texte de loi de l'auteur Marini va d'ailleurs être présenté en séance demain. Le rapporteur Claude Demézel était à nos côtés tout à l'heure pour la commission. Il n'ira pas plus loin parce que simultanément il y a le rapport Collin et Collin sur l'économie du numérique, il y a la mission Lescure, il y a plein de choses dans le paysage, il y a la ministre Fleur Pellerin qui fait des déclarations comme quoi elle a une vraie volonté d'avancer sur le sujet, mais nous sommes vraiment en attente partagée. Et quant aux outils du cinéma, vous avez pu constater dans tous les débats budgétaires précédents que malgré le fort clivage droite-gauche sur ce sujet-là, la défense du CNC et tout ça, nous défendons collectivement cet outil que nous considérons une pépite indispensable. Voilà, Monsieur Vincent Pérez nous a rejoints. Je le remercie de sa présence et je lui donne la parole. Oula, ça va pas être facile après Thomas Langman, qui parle tellement bien du cinéma, qui était vraiment un représentant magnifique du cinéma français, en plus un cinéma qui s'exporte. Je suis pas un producteur, donc je n'aborde pas le sujet par le même biais. Moi, il y a une chose avec laquelle je me pose souvent, ça me dérange, je peux le dire, c'est pourquoi nos films, nos productions vont tourner en Belgique, au Luxembourg, parce qu'il y a des facilités qui sont offertes dans ces pays-là, et donc du coup, on va tourner dans ces pays-là, on fait travailler les gens de la Belgique, du Luxembourg, je ne suis pas contre, mais du coup, on fait peut-être moins travailler nos techniciens, et parfois acteurs français. Donc moi, ça c'était une des questions que je me posais. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver en France quelque chose de similaire, enfin, pour essayer de garder nos productions en France, qu'il y aurait moyen d'empêcher ces films de partir dans ces pays-là pour faire des économies. Donc ça, c'était une de mes questions. L'autre, c'est peut-être que je sors un petit peu des questions qui sont posées dans le cadre de cette rencontre. Voilà. Voilà. Et il y a une mesure dans l'autre question aussi que je me posais, puis après j'aborderai en fait les questions qui sont posées, c'est n'y aurait-il pas moyen d'accueillir en France des tournages étrangers, de faciliter un tout petit peu plus leur venue sur le territoire français, de travailler en France, d'amener de l'argent en France et pas seulement de venir le chercher pour aller tourner ailleurs. Donc je pense par exemple au studio de Cinécité
où il y a 9 immenses studios de 2000 mètres carrés qui sont, c'est un outil formidable. Y aurait-il pas moyen je dirais, d'encourager les productions étrangères, pas seulement américaines, mais étrangères, de venir en France, parce que très souvent, quand je discute avec mes amis producteurs américains, ils disent non, viens pas en France parce que c'est trop cher. Donc, ça c'était une petite parenthèse, j'imagine. Pourquoi les acteurs français sont-ils payés davantage dans les films français que dans les films américains? Parce que, comme je connais un petit peu la question, tout simplement parce qu'il y a en France, il y a une caisse de résonance à partir du moment où il y a un acteur français connu qui font partie de la liste des 15, et peut-être il y en a peut-être un peu plus. S'ils jouent dans un film, il va y avoir ensuite une sorte ça fera effet de boule de neige. Les médias s'y intéresseront plus, et donc du coup, ça sera une caisse de résonance pour le film qui aidera le film à exister, je dirais, au milieu dans les médias. Donc, je pense que c'est une valeur. Les acteurs travaillent des années pour arriver je dirais, à représenter quelque chose dans la production d'un film et dans la promotion d'un film. Donc, on ne prend pas seulement le talent de l'acteur, mais aussi ce qu'il représente pour défendre le film et exister dans la presse. Donc, je pense que c'est une valeur. Maintenant, s'ils sont moins payés dans les films américains, c'est parce que tout simplement, ils ont pas cette caisse de résonance dans les médias, là-bas. Voilà, donc ça c'est mon point de vue sur le sujet. Maintenant, le rôle de l'agent, alors on a un très bon exemple ici, Elisabeth Tanner qui est mon agent. Moi, je sais que mes salaires, qui ne rejoignent pas les salaires des élus, parce qu'en fait, il y a vraiment des périodes où on est dans le vent, on est dans le succès, donc du coup, les salaires le sont aussi, je dirais, accompagnent le succès. Moi, je sais qu'Elisabeth, à chaque fois, elle est concernée par le budget du film et ajuste, en fait, moi, personnellement, mes cachets avec la logique du montage financier du film. Et je pense qu'un bon agent devrait fonctionner comme ça. Elle le fait très bien. Peut-être qu'ils ne le font pas tous. Moi, je peux parler que du mien. D'ailleurs, qui va parler après moi, je crois. Oui, donc je réponds un petit peu à la question, est-ce que les chaînes de télévision sont responsables de l'envolée des cachets du star system? Je pense que c'est quand même lié, oui. Je pense que c'est lié. Je viens d'en parler, donc je ne vais pas me répéter. Voilà. Mais j'ai posé des questions, j'aimerais bien avoir des... Vous allez avoir des réponses que je ne déflorerai pas par le rapporteur, mais sachez que dans le dernier budget, il y a eu des dispositions pour relocaliser les tournages en France, qui sont des avantages fiscaux, qui nous manquaient cruellement, mais qui ont été des leviers déterminants pour la Belgique, que je connais bien, parce que c'est à côté de chez moi, et où on voit effectivement de l'autre côté de la frontière à quel point un tout petit levier peut être déterminant sur la fuite de nos artistes et techniciens. Voilà. Donc, Monsieur Leleu est rapporteur de notre commission pour le sujet du cinéma, et quand nous aurons entendu chacun des intervenants, il pourra apporter quelques précisions. Nous allons maintenant entendre la parole des agents. Madame Elisabeth Tanner est d'ailleurs présidente du syndicat des agents artistiques et littéraires, mais elle est également agent de Vincent Pérez. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, comme tout le monde s'est à peu près exprimé sur le sujet, moi je dirais juste, effectivement, je suis d'accord avec Thomas sur la tribune de Maraval. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était 1, circonstanciel et 2, catégoriel. Elle a le mérite de poser le débat, donc on le pose, on essaye d'y répondre.
Sur la question de savoir pourquoi les acteurs, est-ce que les acteurs sont trop payés? Bon, sur la rémunération entre les États-Unis et la France, je pense que tout le monde est absolument d'accord sur la mécanique. C'est effectivement quand vous avez un film américain qui va s'adresser finalement au marché mondial, vous avez une valorisation de votre acteur. Donc c'est ce qu'on appelle un investissement, tout bêtement, comme on le fait dans l'industrie. On investit, donc on est moins payé en espérant avoir un retour sur investissement et qui permet de valoriser l'image de l'acteur, tant sur sa possibilité de travailler sur une cinématographie étrangère plus importante et de se renforcer sur son marché intérieur et sur sa cinématographie initiale, on va dire. Donc ça, je pense que c'était dans la tribune de Maraval, je pense que c'était une façon un peu opportune de poser des problèmes qui n'en sont pas, puisque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de problématique particulière autour de ce fait-là. Sur la rémunération des acteurs, d'abord représentant un syndicat et donc parlant pour plusieurs agents, j'aimerais juste attirer l'attention quand même globalement du fait que le métier n'est pas fait que des 15 vedettes, qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui ne gagnent pas forcément leur vie ou qui la gagnent très sporadiquement, que le métier d'acteur est un métier à haut risque, que les carrières vont et viennent, que nous assistons parfois à des gens qui terminent leur carrière à la roue tourne et sans lesquels qui ne peuvent plus payer de loyer, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien. Donc il y a un moment donné, il faut aussi admettre que le spectre du cinéma français et l'industrie du cinéma français ne comporte pas que 15 personnes, plus ou moins bien loties, et un parc d'acteurs, j'allais dire, qui soit tout à fait flamboyant. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a une vraie question qui est le renouvellement des talents, mais ça on en parlera peut-être plus tard, le renouvellement des talents qui vient d'ailleurs répondre à la problématique de la concentration sur un certain nombre d'acteurs. J'en parle d'autant qu'ayant une clientèle plutôt sympathique, je n'ai pas de problème particulier ni personnel, mais je remarque qu'il y a une difficulté aujourd'hui à renouveler les talents et avec des carrières qui sont peut-être plus volatiles qu'avant. Voilà, donc ça c'est la première remarque. Sur l'économie globale des salaires d'acteurs, il est évident que je ne crois pas qu'on soit dans un pays masochiste ni dans un métier masochiste. Donc à partir du moment où certains acteurs ont ces salaires-là, c'est qu'ils le méritent. Ils le méritent pourquoi? J'avais adoré la formule de Thomas d'ailleurs, on paye un footballeur mais on ne sait pas avant le match s'il va marquer des buts. C'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on est dans une économie où le financement se fait en amont. Et à partir de là, tout le monde espère et fait une promesse et un pari sur l'avenir du film. On sait évidemment qu'un certain nombre d'acteurs permettent de lever le financement. Ils ne sont pas les seuls. Il y a le projet dans sa globalité, ce qu'on appelle la cohérence du projet, qui fait qu'un acteur a une place plus ou moins prépondérante dans le film, dans la cohérence du film. Il arrive parfois que l'élément déterminant soit le metteur en scène. Et si le metteur en scène a un projet de film avec un coût qui n'est pas énorme, à partir de là, le metteur en scène aura une certaine liberté de casting, et ce qui peut permettre d'ailleurs l'avènement, justement par ce biais-là, l'avènement de nouveaux talents. Quand je dis de nouveaux talents, c'est rarement des inconnus totaux. J'essaye aussi d'expliquer quand même que le métier d'acteur, c'est un métier qui est en gestation et avec une période de préparation, d'expérimentation, etc. Et que quand on dit des nouveaux talents, il y a rarement des générations spontanées de nouveaux acteurs. Donc sur cet ajustement des cachets des acteurs à l'économie des films, elle me paraît tout à fait évidente. Quand on a un film à gros budget, on va chercher une grosse vedette, on va chercher effectivement sa valorisation d'image, d'une part pour arriver à exister dans les médias. Alors pourquoi exister dans les médias? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est qu'un film doit créer sa marque et que sa marque, c'est de sa marque et de la force de sa marque va dépendre l'enchaînement des exploitations prévues sur le film, que ce soit la vidéo, le passage télé, etc., etc. Qu'à ce titre-là, la valorisation de la marque, il est évident que c'est un peu plus simple de la faire quand on a des acteurs qui vont pouvoir se déplacer sur les supports papier, sur les journaux télévisés, sur les grosses émissions de télévision populaire, etc., etc. Donc cette valorisation-là, en tant qu'agent, on la fait jouer immédiatement, évidemment. La deuxième chose, c'est que globalement, le box-office des acteurs précédant l'instant de la négociation est important aussi, et qu'il y aura évidemment une valorisation dans la mesure où on dit
je pense que tel artiste a fait telles entrées jusqu'à présent, et donc je pense qu'il y a une confiance du public par rapport à cet acteur qui fait qu'il y aura peut-être un effet de suivi. Alors aujourd'hui, on nous fait toujours constater que y a des catastrophes industrielles, qu'il y a des accidents industriels. On est dans une économie de prototype. Moi-même, quand je négocie, je ne sais pas toujours. Parfois, quand on est très en amont, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il m'est arrivé de revoir, en accord avec le producteur, l'ensemble du contrat et de la rémunération des différents ayants droit à la baisse. Ça ne t'arrive pas à toi, Thomas, mais je te jure que ça t'arrive plus souvent qu'à mon tour en ce moment. Parce que la promesse de financement n'est pas à la hauteur de ce qu'avait envisagé le producteur. Donc on vient nous demander de effectivement baisser la voilure selon la formule consacrée. Donc je pense que l'ajustement il est assez légitime, il se fait assez normalement et il est évident qu'il y a 1 ou 2 films ou 3 films par an qui de temps en temps dysfonctionnent, on va dire. Alors dysfonctionnent pourquoi? C'est parce que quand on les lit, on ne comprend pas pourquoi ils sont financés. On a tout à coup une vedette qui se dit j'ai besoin de payer mes impôts, donc je vais faire un film de plus. Et du coup, comme il y a une vedette qui est là, on se dit bon, de toute façon, on prend pas de risque, donc on envoie d'autres gens sur le film. Et voilà, il y a de temps en temps des films, je ne les citerai pas. Je pense que tout le monde en a un en tête ici, pas le même, hein, je veux dire, mais on a tous un film comme ça en tête. Ça arrive, mais c'est un dysfonctionnement tous les ans, on va dire, globalement. Donc je ne pense pas qu'il y ait des gros scandales à ce niveau-là. Après, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Et voilà, donc alors après, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je dis qu'on s'ajuste à l'économie des films, c'est qu'effectivement ce qui est intéressant, et effectivement je suis bien placé puisque je suis au milieu de tous les intervenants ici, c'est qu'il y a des films, aujourd'hui on a une diversité de films, c'est-à-dire qu'on a des films à très petit budget, on a des films à gros budget, on a des films du milieu qui sont peut-être ceux qui sont le plus en souffrance. Je ne voudrais pas revenir sur les tribunes de Pascal Ferrand et autres, mais c'est vrai qu'il y a un certain type de films qui ont du mal à se financer aujourd'hui, parce qu'on les considère un tout petit peu trop chers, qui ne sont pas tout à fait dans la bonne case, et qu'on a du mal à les rentrer dans des cases dites de financement plutôt qu'autre chose. Mais cette diversité du cinéma, je la trouve extrêmement essentielle. Tout à l'heure, Thomas parlait des acteurs américains qui jonglent entre des films à grand succès et des films peut-être plus auteurs. C'est aussi ce qui arrive en France, parce que la valorisation d'un acteur, elle passe aussi par des prix, par des reconnaissances, que ce soit les Césars, les festivals internationaux, etc. Donc cette oscillation de l'artiste entre des films à petit budget et des films à gros budget, elle existe aussi en France, elle est nécessaire. Elle permet à des réalisateurs, du coup, d'émerger fortement. Et je pense que ce n'est qu'une très bonne chose pour le cinéma français. Et donc, cette diversité-là est bien liée au système de financement du cinéma français. Donc que je trouve tout à fait vertueux et sur lequel on peut toujours réfléchir. Et je pense que tous, les uns les autres, sommes suffisamment, disons, au taquet pour se positionner nous-mêmes et faire notre autocritique quand il est besoin. Après, sur la remontée des recettes, puisque la question avait été posée sur pourquoi on prend tout de suite et qu'on ne veut pas faire confiance à la véritable exploitation du film. Je pense qu'il y a plusieurs systèmes qui coexistent. Je pense qu'il y a des moments où on s'ajuste vraiment à la remontée de recettes. C'est les moments où justement les promesses de financement sont fragiles, sont faibles. Donc on est obligé d'être sur la réalité de l'exploitation, c'est-à-dire ne pas laisser filer une exploitation qui serait au-dessus de ce qu'on a espéré ou de ce qu'on a évalué. Donc là, dans ces cas-là, les choses fonctionnent plutôt bien. Après se pose évidemment le problème de la transparence, de la remontée des recettes. Mais je pense qu'on en parlera peut-être plus tout à l'heure. J'ai entendu Michel Hazanavicius qui l'a évoqué. Je sais que Thomas n'est pas tout à fait d'accord sur la question. Je pense que là-dessus, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Encore une fois, un film, c'est une histoire et sa propre histoire. Et c'est très difficile de tirer vraiment des lignes générales. Il y a des partenaires avec lesquels on est en confiance et avec lesquels, pas pour des raisons personnelles ou autres, pour des raisons structurelles. Il y a des partenaires à qui on fait confiance parce qu'ils ont la maîtrise de la remontée des recettes. Parfois, la multiplicité des partenaires, la façon dont les deals financiers sont faits, font qu'il y a une certaine spoliation de la recette. Donc dans ces cas-là, effectivement, on a tendance à prendre en amont ce qu'on pourrait prendre en aval. Et donc là... C'est
C'est un cas minoritaire. Oui, minoritaire, oui. Non, on est d'accord. Mais souvent, ça touche ces films-là, justement. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus qu'il y a un vrai travail à faire. Et quant à attendre quelque chose des pouvoirs publics, je disais que je pense qu'on était tous, justement, des pragmatiques. On est tous les jours les mains dans le cambouis. Je pense que tous les jours, on se pose des questions. Tous les jours, on est face à des cas nouveaux. Tous les jours, on a des nouveaux films qui viennent, des nouveaux films qui arrivent. Donc tous les jours, on réinvente des histoires, on réinvente des contrats, on réinvente des façons d'être rémunéré, etc. Sur les pouvoirs publics, j'attends des pouvoirs publics que ce financement du cinéma français qui est formidable perdure, car c'est notre intérêt. C'est un cinéma qui existe dans le monde entier, qui est notre image. Et quand on voit aujourd'hui ce que coûte la façon de faire exister une image, je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt de la France, et que effectivement la diffusion du numérique pose problème, et qu'il va falloir effectivement s'attaquer à nos chers fournisseurs d'accès, entre autres, pour arriver à financer ce qu'on appelle les contenus. Voilà. Merci, Madame Tenner. On a parlé financeurs. Monsieur Franck Weber, vous arrivez vraiment à point. Vous êtes directeur des acquisitions du cinéma français du groupe Canal+. Bonjour. Ça marche. Bonjour. Oui, j'entendais Vincent tout à l'heure parler des diffuseurs et des télés. Bon, il y a une multiplicité de cas de figure vis-à-vis des télévisions. Je vais parler surtout de Canal+, qui est un peu une des colonnes vertébrales du système, qui est née du système et de façon vertueuse, je le pense, interagit avec le système du cinéma depuis maintenant près de 30 ans. La situation de Canal+, elle est simple, c'est une chaîne privée, certes, comme TF1 ou M6, mais payante, et dont les obligations, l'une des obligations principales a faire avec le cinéma. Nous devons, au terme de cette obligation, reverser 12,5% de notre chiffre d'affaires annuel, 12,5% de notre chiffre d'affaires annuel au cinéma français, en investissement dans des préachats, du préfinancement de films. En gros, en amont, sur du scénario et sur la présentation de projets, nous investissons cet argent, ça correspond à 170 millions d'euros sur l'année 2012, pour donner un chiffre, le chiffre le plus récent. Et nous avons fait avec ces 170 millions d'euros 110 films que nous avons préachetés à des producteurs comme Thomas Langman, mais aussi des groupes, à des producteurs indépendants. Nous intervenons, c'est très important, je rebondis un peu sur ce que disait Elisabeth, sur une typologie de films extrêmement diverses. Nous avons d'abord une clause de diversité qui fait qu'un gros tiers des films que nous préachetons coûtent en devis moins de 4 millions d'euros. Donc ce sont des films fragiles en financement, souvent sans casting. Je peux prendre les exemples de Tomboy, de La guerre est déclarée, Valérie Donzelli, qui a une certaine notoriété au jour d'aujourd'hui, était inconnue du grand public il y a encore un an et demi. Et justement, je ne fustigerai pas le CNC, elle n'avait pas eu l'avance sur recette, elle manquait d'un financement, elle avait eu la région Île-de-France, pour être précis. Mais nous avons été très heureux de l'accompagner avec Wild Bunch, Vincent Maraval, et son producteur, et le producteur du film qui était Édouard Veil de Rectangle Film. Nous intervenons sur des films qui peuvent coûter 1 million d'euros, La guerre est déclarée, comme 30 millions d'euros, la réadaptation de La Belle et la Bête par Christophe Gans avec Vincent Cassel, qui est en train de se tourner en ce moment. Nous avons donc vraiment une vision, un prisme extrêmement large. Lorsqu'il s'agit de très gros projets, il est vrai, de ces projets qui permettront de mettre en avant la programmation de Canal+ auprès de nos abonnés. Nous sommes une chaîne privée, nous avons des abonnés, des clients. Nous sommes très contents d'avoir Vincent Cassel, qui va incarner évidemment la bête de cette Belle et la Bête. Lorsqu'il s'agit d'un très grand réalisateur, et là je prends même l'exemple pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, si Jacques Audiard vient nous voir avec Tahar Rahim
que nous ne connaissons que par un documentaire où nous l'avons découvert 6 mois auparavant. Alors là, pour le coup, c'est un acteur qui n'a quasiment pas tourné de films de long métrage. Évidemment, Jacques Audiard, qui est un maître de cinéma et que nous respectons tous. Nous lui faisons une confiance absolue. Nous nous précipitons sur le film qui s'appelle Un prophète. Et nous ne sommes pas déçus car il révèle un acteur. Et de son talent, il fait en émerger un autre. Et là encore, ce système vertueux fonctionne extrêmement bien. Pour revenir sur la polémique des acteurs, à laquelle nous ne participons pas, nous ne voulons pas participer, parce que nous estimons quand même que ce système reste absolument vertueux. Nous nous basons sur des devis, sur l'adéquation entre un devis, le devis d'un film, et le succès attendu. S'il s'agit d'un tout petit film, évidemment, ce sera de la recherche, du développement, essayer de trouver ce vivier d'auteurs. Nous ne nous poserons pas la question du casting. S'il s'agit d'un très gros film, si le devis est très important, peut-être que nous maîtriserons un peu les coûts en donnant une somme un peu inférieure à ce qui était attendu, mais nous ne fustigerons pas le poste de l'interprétation, donc dans le devis, qui est celui évidemment des comédiens, tout comme nous ne fustigerons pas celui des auteurs, celui des techniciens, et j'en passe. Je crois que ce système est vraiment quelque chose de bien entendu entre tous les intervenants. Il est certain que, je vous parle de ma chaîne privée, de notre chaîne privée, le groupe Canal. Nous avons donc fait 110 films avec 170 millions d'euros. TF1 a fait une quinzaine de films avec 40 millions d'euros, avec une ligne éditoriale et des choix qui sont autres, mais qui sont tout à fait cohérents avec leur recherche, c'est-à-dire avoir quelques très grosses comédies populaires, peut-être 1 ou 2 films policiers extrêmement bien castés, comme on dit. Donc il y a dans cette constellation des diffuseurs, il y a évidemment des attentes et des recherches qui ne sont pas les mêmes. D'autant que par ailleurs, le service public, France Télévisions, qui était avec nous sur The Artist, qui était avec nous sur Police, là cette fois-ci c'était Arte, c'était pas France 3 sur The Artist, Arte sur Police. Nous nous retrouvons très très régulièrement, puisque nous sommes sur tous les films, a priori, à peu près. Nous nous retrouvons très régulièrement avec ces chaînes gratuites. La polémique en termes de philosophie politique peut être intéressante. Est-ce que voilà, il y a 50 personnes qui sont payées, comme disait Thomas, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'argent, ça interroge dans un environnement de crise, ça interroge une société. Mais l'article était littéralement centré sur ce sujet-là. Comme nous avions pu le craindre, il y a eu des débordements extrêmes. On a commencé à parler de gabegie sur les impôts publics, alors qu'on sait très bien que ce système fonctionne extrêmement majoritairement d'abord sur des fonds privés. J'en suis le garant. Être abonné à Canal+ aujourd'hui, c'est financer le cinéma français, et de façon privée, puisque Canal+ est une société privée. Mais aussi même la redistribution du CNC est faite entre les acteurs du système, et ce sont des recettes générées qui créent des financements pour générer de nouvelles recettes qui créeront des financements, et tout cela paraît extrêmement cohérent et vertueux si on pense que l'exception culturelle et la survie du cinéma français, qu'on voit, on a vu les cinématographies anglaises, espagnoles, quasiment toutes les cinématographies, je ne parle même pas de la cinématographie allemande, péricliter, quasiment disparaître, parce qu'elle n'avait pas ce système. Après, c'est un choix de civilisation. Et là, je parle pour une chaîne privée, et finalement, j'oublie les chiffres. Mais voilà, si on croit en notre cinéma, et nous à Canal, on croit à un film d'1 million d'euros de devis comme à un film de 30 millions. On se dit que chacun, dans leur côté, peuvent faire avancer la culture, la connaissance, ou même parfois divertir, et c'est pas non plus un gros mot. Et surtout, à notre sens, et dès le départ, on a des discussions avec les producteurs, avec Thomas, avec Elisabeth, avec les agents. Mais d'abord, on laisse ça de façon très diplomatique et tranquillement entre nous. L'idée étant que les films se fassent, et que cette cinématographie française, qui est une des plus grandes du monde, et assurément, nous avons eu, grâce à Thomas, à Michel, 6 Oscars. Il y a maintenant 10 ou 11 mois, 5
Pardon, c'était César, 6 César, c'est ça? J'ai dû intervertir le nombre de César et d'Oscar, excuse-moi, c'est l'inflation. 5 Oscars, et nous nous apprêtons, avec Michael Haneke, dont je rappelle que c'est un film français, financé entre autres par Canal+ et France 3, d'un réalisateur certes autrichien, mais avec, d'abord qui vit en France, et puis surtout qui est tourné en français avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. Nous nous apprêtons à avoir 1, 2 ou 3 Oscars d'ici quelques semaines, et au minimum l'Oscar du film étranger. Voilà. Moi, pour répondre à cette polémique, je réponds toujours aux polémiques par quelque chose de beaucoup plus volontariste et de beaucoup plus joyeux. Vive le cinéma français, et il est là, il existe, il rayonne. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, vive le cinéma français. Tout à fait. Merci Madame la Présidente. Quelques mots assez rapides au fond, puisqu'on a de nombreux collègues qui ont certainement des questions à poser, pour dire le sentiment que je ressens, partagé avec ce qu'il me semble entendre de vos bouches respectives dans vos filières différentes par rapport à la polémique. Je vais y revenir. Une petite réponse en tant que rapporteur, et qui est un rapporteur heureux, puisque c'est un des rares sujets, comme le disait la Présidente tout à l'heure, qui fait consensus dans 99% des cas dans notre commission, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. Donc c'est plus facile pour un rapporteur d'être le rapporteur d'une commission consensuelle que quand c'est plus conflictuel. Nous intervenons donc souvent, et notamment à l'occasion de la loi de finances, pour défendre le cinéma avec beaucoup de combativité. Merci. Un petit élément de réponse, puisque cela fait quelques années, au moins 2-3 ans, peut-être davantage, que nous essayons ici de réformer le crédit d'impôt, et c'est une réponse à Vincent Pérez tout à l'heure, qui peut-être en tant qu'acteur suit moins les aspects financiers et les intérêts que peuvent connaître les productions à tourner en France plutôt qu'à l'étranger. Il y a un grand pas en avant qui a été fait lors de la dernière loi de finances et qui a réformé les deux crédits d'impôt, le crédit d'impôt national et le crédit d'impôt international, qui est pour l'international monté en plafond à 10 millions d'euros. J'avais souhaité personnellement qu'il passe encore à 20, et c'est pas passé parce qu'au Sénat, on y reviendra l'année prochaine. Et je crois que cet élément-là devrait non pas répondre à votre question, mais nous verrons déjà dans un an les effets positifs du retour en France d'un certain nombre de tournages. C'est en tout cas l'objectif. Et je plaide, en ce qui me concerne, pour un crédit d'impôt rentable. Rentable pour l'État, j'entends. Puisque en accordant ce crédit d'impôt, les dépenses qui se font sur le territoire national sont génératrices elles-mêmes d'une autre fiscalité sociale ou fiscale qui retombe par un autre canal dans les caisses de l'État, et je considère que le crédit d'impôt cinéma est un crédit d'impôt rentable. On le perd d'un côté, mais on le récupère largement de l'autre, et c'est ce qui a été d'ailleurs démontré lors du débat au Sénat. Nous interrompons cette table ronde, mais nous reviendrons plus largement dans notre édition de 19h présentée par Michel Grossior sur ce sujet de l'économie du film français. Bonne fin de journée à tous.